Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Libre Penseur, mon podcast, ici Jocelyn Legault. L'année 2020 tire presque à sa fin, puis depuis un certain temps, cette idée-là me germait dans la tête de faire un podcast. Là, on y est. Bienvenue à Libre Penseur, le podcast où je suis libre penser ce que je veux. Je m'appelle Jocelyn Legault, il y a des gens qui me connaissent parmi vous et d'autres non, alors soyez les bienvenus. Et qu'est-ce qui va arriver sur ce podcast-là? C'est simple, je vais vous partager majoritairement mes coups de cœur et mes coups de masse musicaux. D'autres fois, je parlerai de choses plus personnelles, sans pudeur. Mais surtout, je vais parler de l'art en 360 dans toute cette belle panoplie d'aventures-là. Donc, avant de partir le premier podcast, je dois vous rappeler que tous les goûts sont dans la nature, hein? Et surtout, je suis pas la vérité infuse. Fait que je suis ouvert à tout commentaire. Mais je vous avertis, vous allez entendre des craquements de chaises, des gorgées de café, des hésitations, mais beaucoup de cœur et de passion dans ce podcast-là. J'aime vraiment beaucoup partager la passion avec vous, chers auditeurs. Puis avec ce projet-là, j'ai envie tout simplement de vous faire décrocher de votre journée. Alors que ce soit sur le trajet de l'école, cégep, autour d'un bon gin tonic entre amis, dans votre insomnie, ou tout simplement là pour le plaisir d'entendre ma belle voix. Soyez les bienvenus et have fun. Ok, êtes-vous prêtes? On commence ça maintenant. Il n'y aura pas d'intro musicale, il n'y aura pas d'effets spéciaux. C'est enregistré avec les moyens du bord et le podcast Libre Penseur commence maintenant, épisode 1. On commence en beauté avec le roi absinthe du rock gothique Marilyn Manson qui est de retour avec un 11e album qui a pour titre We Are Chaos. 10 pièces dans un rock sombre avec une exploration dans la pop électro, un peu comme qu'il avait fait avec Mechanical Animal en 1998. Avec un peu de country aussi. Ouais, t'as bien entendu, du country. Puis ça me laisse perplexe honnêtement. Cet album-là a été écrit et produit par Marilyn Manson lui-même et un artiste qui s'appelle Shooter Jennings qui est reconnu pour un rock psychédélique country macabre engagé. Manson continue de râler sa poésie lugubre provocatrice, mais moi, je trouve que l'homme semble s'essouffler à chaque refrain, même que sa musique chaotique devient maintenant cliché. Je sais qu'il était considéré comme un des personnages les plus corrompus et adorés à la fois, mais là, à l'écoute du 11e album, je suis contraint de constater que le gars, la superstar de l'Antichrist, il est devenu un has-been. Sa controverse se perd dans de la power ballade. Puis mes oreilles en sont vraiment déstabilisées. Après 2 décennies parsemées de hauts et de bas et des albums qui n'ont pas su captiver mon attention malheureusement, on peut dire que la réputation de Marilyn Manson vient d'atteindre son niveau le plus catastrophique. Malgré des pièces de rock robustes super intéressantes qui représentent bien l'artiste dans son ensemble, moi, comment je peux dire ça? Je qualifierais cet album-là d'une totale perte de temps. On va dire les vraies choses, Marilyn Manson est ennuyeux puis décousu. Je pense qu'il est vraiment évident qu'il n'y aura jamais un autre album de Marilyn Manson à la hauteur de son travail du milieu à la fin des années 90. Manson est-il devenu un vestige du passé? Forte chance. En tout cas, la ligne est mince. Moi, je vous invite à faire votre propre jugement. Mais pour ma part, j'ai rien qu'une question. Y es-tu capable de rester pertinent en basant que sur sa musique ou c'est juste l'heure de descendre les rideaux? Quoi qu'il en soit, donnez 2 sur 10. Et mes chansons coup de cœur sont Perfume et Don't Chase the Debt. Je suis vraiment très très déçu. Vous écoutez le podcast Libre Penseur avec votre autre Jocelyn Legault. Merci d'être là. Et on va parler maintenant de Deftones qui est de retour après 4 ans d'absence, si je ne me trompe pas. Oui, 4 ans. Et vous allez voir, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, le groupe de Sacramento, Deftones, a sorti un après l'autre des albums new metal de grande qualité pendant 25 ans. Jusque-là, tout va bien. Et là où c'est n'importe quoi, c'est jusqu'à Gore en 2016, qui était selon moi, en tout cas à mon avis, un album trop discret, relâché, trop mou. En tout cas, plus que le reste de sa rugissante discographie. Puis 4 ans plus tard, la bande revient, puis reprennent leurs armes respectives pour nous offrir un 9e album qui promet de revenir au riff massif. Le fameux retour qu'on attendait de la part du groupe Deftones depuis un long bon moment.
Même qu'on on annonçait qu'il venait à la Place Belle l'année passée et j'avais très hâte de voir ça. Et malheureusement, je pense que c'est cancellé tout simplement. En tout cas, voici Home. OHMS Home. 10 pièces de métal alternatif expérimental et de new metal qui ressort l'artillerie lourde. En plus de ça, ben, il revient avec le producteur Terry Date qui a travaillé avec Staind, Soundgarden, Pantera, Slipknot, puis Limp Bizkit. Ça là, c'est le gars à qui qu'on doit les albums chefs-d'œuvre de Deftones. J'ai nommé Adrenaline en 95, Around the Fur en 97, White Pony en 2000 et Deftones éponyme en 2003. Avec ce nouveau disque-là, la bande revient nous rebalancer des mélodies de refrains au riff de guitare pulvérisant, écrasant, lourd, sur des riffs fiévreux et sombres. Marino scream et chante son âme pour notre plaisir, puis Carpenter, en tout cas, j'essaie de le dire, là. Carpenter retrouve ses guitares les plus percutantes, les plus violentes que jamais, puis le batteur Abe Cunningham, il est vraiment en grande forme sur les 10 pièces robustes. Holmes, ça traite de l'environnement, de l'amour toxique, de la création et Dieu, de la condition humaine actuelle et du livre d'Urantia. C'est quoi le livre d'Urantia? C'est un texte publié dans les années 1950 qui tente de marier religion, science et philosophie. Wow! Un beau mix pour faire un beau film de science-fiction en tout cas. Puis pour ceux et celles qui espèrent retrouver des chansons atmosphériques relaxantes comme la fameuse signature sur Change in the House of Fly, excusez-moi, n'y comptez pas, parce que Deftones punch et repunch nos tympans avec ses décibels sur des rythmes dynamiques, énergiques. Ça me paraît bien plus qu'évident que lorsque Deftones travaille avec le producteur Terry Date, on repousse au maximum les limites de la créativité. Puis grâce à ça, Deftones touche l'art. Holmes, c'est du new metal explosif qui gronde fort autant par sa pertinence que par sa puissance. C'est un bon film de science-fiction trash qui fascine. Et pour ça, moi, je donne 9,5 sur 10. Et mes chansons coup de cœur sont Holmes, Genesis, The Spell of Mathematics, Ceremony et The Link is Dead. Vous écoutez le podcast Libre Penseur. J'espère que vous passez une très belle journée. On va continuer maintenant avec l'album de Sébastien Lacombe. Qui est Sébastien Lacombe? C'est un artiste qui a fait 4 albums francophones, un auteur, compositeur, interprète incroyable qui a su nous faire voyager avec sa musique du monde et son mélange de folk migrateur. Et il a été aussi chanteur principal du spectacle The Wall Live Extravaganza, qui a fait de nombreuses tournées au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Moi, je les ai vus 2 fois et c'est incroyablement bon. C'est produit par Richard Petit et Michel Bruno. C'est vraiment excellent. L'auteur-compositeur-interprète Sébastien Lacombe avait le rêve de faire un album dans la langue de Molière. Là, il continue d'approfondir ce rêve-là, cette expérience-là dans la langue de Molière, et il co-réalise son nouvel album anglophone avec Eric West Millett, qu'on reconnaît pour West Trains, Dr. Jones. Ça semble même être le partenaire idéal pour réorienter la musique acoustique, l'univers musical de l'artiste. Et c'est ça. On nous présente Fly, 9 pièces dans un folk apaisant, voluptueux, magnifique, qui voyage entre l'esprit et le corps. Enregistré au studio B12 de Valcourt, ainsi qu'au Lobster Tank Studio de Montréal, Lacombe, avec sa voix feutrée et chaleureuse, nous raconte dans une plume empreinte d'humanité, de poésie cohénesque, la liberté d'être soi-même, repartir de la case départ, s'appartenir, croire de nouveau en l'amour, et surtout, à travers tout ça, apprivoiser les tempêtes qu'on traverse. Parce que Lacombe a vécu beaucoup de montagnes russes dans ces dernières années. Et ça paraît parce que son écriture est pure et sérieusement sensible. Lacombe, il délaisse sa musique du monde pour laisser jaillir une luminosité. Je vais le répéter parce que j'aime pas ça. Lacombe délaisse sa musique du monde pour laisser jaillir la luminosité de sa folk instinctive. Ça se varie entre Daniel Lanois, Roger Waters et Damon Rice. On a des envolées lyriques qui remanient sa façon totale d'interpréter. Je dirais même que l'expérience de Wall Live Extravaganza l'a transformé parce qu'on sent qu'il explore sa sensibilité dans cette langue-là et est acquis de ses expériences de vie. Puis ça lui colle à la peau, ça lui va bien, c'est convaincant et c'est magnifique. Fly, c'est un album de folk sans frontières qui donne cette sensation de liberté qu'on vit à toute allure sur un cheval de fer en direction inconnue.
Qu'est-ce qu'un cheval de fer? C'est une moto, une Harley si vous aimez mieux. Fait que donc, quand ça défile à toute allure, ça fait du bien. Et c'est ça. Là où le cœur palpite, ben, la combe assume chaque instant sauvage, pur et beau. Puis le timing est parfait pour mettre le volume au bout et redécouvrir les chemins au bout de nous, qui nous mènent vers l'instant présent. J'ai beaucoup aimé l'album de Lacombe et de Sébastien Lacombe. Et Fly est vraiment une autre corde à son arc. Et on voit que il développe un sens de la mélodie autant en anglais qu'en français. Et c'est magnifique. Et pour cet album anglais, je donne 10 sur 10. C'est un de mes albums favoris. Je l'écoute sans arrêt. Mes chansons préférées sont My $1,000 Car, So You Say, Fly, Gold in Your Soul, When the Devil Ride With Me et Rise. Donc, je vous le conseille fortement. Vous êtes toujours sur le podcast Libre Penseur avec votre autre Jocelyn Legault. On va parler maintenant de Batman. Oui! Je dois avouer que j'étais énormément déçu quand j'ai su le casting de ce film-là. Et surtout quand Ben Affleck a été retiré de l'aventure du Chevalier Noir. Qui, pour ma part, physiquement, faisait vraiment beaucoup référence à l'univers de Frank Marshall de Dark Knight 1, 2, 3. Que j'avais très hâte de voir. Et malheureusement, Ben Affleck était excellent. Mais j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu... excusez-moi, de fignolage au personnage, puis de très, très important, et malheureusement, ça m'avait fait un petit peu décrocher au niveau des idées, mais au niveau physique, rien à dire, Ben Affleck campait énormément bien, Batman et Bruce Wayne à la fois. On l'a vu dans Batman vs Superman, dans la Ligue des Justiciers de Justice League, c'est mieux. Il y aura le Snyder Cuts en 2021, j'ai très très hâte de voir ça, parce que souvent, on découvre des petites trouvailles et surtout, on va redévelopper l'histoire et ça risque d'être épique. Je vais prendre une petite gorgée de café. Maintenant, revenons à The Batman de Matt Reeves. Quand Matt Reeves a pris le contrat, on a entendu des rumeurs qu'il allait avoir un Batman plus jeune et j'attendais de voir avec une brique et un fanal, je dois avouer, qu'est-ce qui allait en décupler. Et finalement, ben, c'est Robert Pattinson qui a été pressenti pour jouer le rôle du grand super-héros détective. Malheureusement, ça faisait pas mon affaire et j'étais très en colère, honnêtement. En tant que geek, moi, je trouvais que The Batman, Christopher Nolan le campait bien. Ou, à la limite, j'aurais mis Josh Brolin dans un Batman un peu aigri, en colère, alcoolique, qui brise ses ennemis comme si c'était du verre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Matt Reeves a décidé de s'inspirer au fond d'un scénario qui situe l'homme Bruce Wayne, Batman, dans sa deuxième année d'existence en tant que super protagoniste. Ce qui fait qu'on va voir la naissance de certains des vilains de l'univers de DC Comics et de Bob Kane vivre sous nos yeux, et ça risque d'être très intéressant avec quelqu'un dans le casting comme Colin Farrell dans le rôle de Oswald Cobblepot. Ça risque d'être fort intéressant. Bon, revenons. J'étais très froid à l'idée de The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle du super-héros. Et je l'étais très, très, très beaucoup. J'arrêtais pas de dire des choses négatives. Et quand j'ai vu la bande-annonce lors du DC Fandom, je dois vous dire que j'ai changé mon fusil d'épaule. Matt Reeves a su réinventer un genre d'aventure détective un peu, avec Pattinson dans le rôle d'un Batman brisé, délusionné et surtout questionné sur ses méthodes, parce qu'il est dans sa deuxième année d'existence en tant que super-héros. Donc, il est un petit peu normal de faire des essais-erreurs pour voir qu'est-ce que ça va donner, comment va-t-on donner vie à ce super-héros. Et je dois dire que la bande-annonce m'a littéralement scié en deux. Action, sombre, dark, un esprit très détective comique années 70 que j'aime beaucoup, qui est, selon les dires, inspiré du fameux film avec Jack Nicholson, Chinese. En tout cas, le nom m'échappe, mais c'est inspiré de ça. Et on a droit à un Batman sombre. Je croyais que Nolan avait atteint un niveau incroyable dans la noirceur, mais non, semblerait-il que Matt Reeves a su faire quelque chose de très pertinent. Malgré tout ça, il y a eu des petites bad luck entre tout ça, des problèmes de tournage, la COVID qui a touché l'acteur principal, mais visiblement, il va déjà mieux, fait que le tournage est recommencé. Le film est prévu
pour octobre 2021, début octobre si je ne me trompe pas. Donc j'ai bien hâte de voir Batman en 2021 et Robert Pattinson, je change mon fusil d'épaule. Je n'attends que ça, d'être époustouflé par ta noirceur et ton mélange intéressant et mystérieux. Donc vraiment là, je le conseille d'attendre l'œil ouvert et voilà. Donc c'est ce qui conclut pour Batman. Moi j'ai vraiment hâte de voir Batman. Je suis un grand fan de ce super-héros-là. Et voilà. Bon, j'ai été voir Tenet de Christopher Nolan. Parlant de Christopher Nolan. Christopher Nolan, pardon. J'ai été voir ça. C'est un film d'espionnage complexe, rempli de rebondissements. Puis comme seul Nolan est capable de faire, et qui a pris quand même une couple d'années à écrire. C'est une course intense contre la montre à contre-temps pour sauver l'humanité. Une sorte de James Bond Inception sous l'influence d'hallucinogènes. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est deux protagonistes joués par Robert Pattinson, justement, et John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, qui se révèle d'ailleurs brillant dans leur rôle. Hein, on va dire les vraies affaires. Puis, que dire des effets spéciaux? Ben, qui sont d'une innovation spectaculaire. Tout le long de la mission d'Antoinette, on est témoin de cette audace cinématographique. Oui, ben voilà, je vous l'ai dit, il allait y avoir des essais-erreurs. Puis c'est comme ça, en tout cas. Puis moi, ça m'a fait spinner la tête à chaque seconde qui passe. C'est un gros blast, ce film-là. Christopher Nolan réinvente le film d'action avec toute la pertinence qu'on lui connaît. C'est sûr qu'on a des questions au bout du ciboulot pendant tout le long du film. Même des fois, on trouve que les longueurs sont un peu introspectives, intéressantes, mais on a quand même des questions, et c'est ça. En tant que tel, moi, je trouve que le scénario est explosif, il est intellectuel aussi. Tenet, c'est un film divertissant et déstabilisant, mais qui met la barre haute. Le 2h30 passe rapidement, je dois l'avouer. Puis pour ceux et celles qui aiment analyser et démystifier chaque intrigue, ben, je vous le conseille. Mais pour les autres, votre patience va être mise à rude épreuve. Pour ma part, moi, mes attentes sont complètes, honnêtement. Nolan, il livre la marchandise, le tout sur une musique haletante de Ludwig Göransson, qui accentue votre rythme cardiaque dans un mélange de musique contemporaine et électro. Fait que bref, moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous autres, je ne sais pas si vous allez aimer ça. Mais moi, j'ai vraiment embarqué littéralement dans l'univers de ce film-là. Et ça vaut vraiment la peine. Vous écoutez le podcast Libre Penseur. Le podcast qui est libre de penser ce qu'il veut. Et je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Et maintenant, on va vous parler. On va vous parler de Stephen Macchio, qui est arrivé avec un album après 10 ans à faire de la pop avec Miley Cyrus, Céline Dion, The Weeknd. Ben, le compositeur et producteur Stephen Macchio est de retour avec ce qu'il fait de mieux. Puis bien avant Jean-Michel Blais et Alexandra Strelinski, il y avait Macchio avec sa douance pour les remarquables bijoux classiques contemporains qui venaient bercer l'imaginaire ou simplement émerveiller les sens. Je vais prendre une petite gorgée de café. Voici Tale of Solace, c'est 16 pièces qui retournent à ses racines, c'est-à-dire dans la composition classique, avec son ami fidèle, le piano. Tout dépouillé en solo, léger, cristallin. C'est un album produit par l'artiste et arrangé et composé dans son studio à Santa Monica de Los Angeles. On a rendez-vous avec des notes cristallines qui font voyager le subconscient dans des contrées imaginaires. Fermez les yeux et vous verrez les choses évoluer à chaque seconde par des images engorgées de beauté qui viendront vous faire respirer une belle bouffée d'air. Personnellement, je trouve que grâce à ses habilités à composer avec le genre pop depuis plus de 10 ans, ben, je trouve que Macchio maîtrise l'art des arrangements sur une musique classique qui valse par son côté velouté, qui touche toutes les dimensions enivrantes, entre nostalgie, mélancolie. C'est magnifique. Visiblement, mais moi je pense que Stephen Macchio n'a pas perdu la main ni la sensibilité pour créer une musique riche en émotions. Tale of Solace, c'est un album où la musique apporte une sérénité et une paix intérieure. Et moi, je trouve qu'en ce moment, c'est très important un album comme ça, parce que dans un monde parfois étourdissant et bruyant comme celui-ci en ce moment, à cause de plein de choses que je ne veux pas nommer, mais je peux juste dire que ça fait du bien, ça coule. Et
ça nous amène dans une sérénité incroyable. Mes chansons coup de cœur sont Fracture, Whitby, Il était une fois, Sea Change, Lumière, Solace, Nostalgia, Tu me manques et Le temps passe. J'ai donné un 10 sur 10 pour cet album-là et honnêtement, il vaut vraiment son 10 sur 10. Il me reste à peu près une critique à vous faire et j'espère que vous allez l'aimer. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes sur le podcast Libre Penseur. Je sais que c'est un essai-erreur pour le premier volume, la première épisode. Il va y avoir des craquements de chaises, des gorgées de café, des hésitations, mais beaucoup de cœur et de passion, je vous le promets. Je vais vous parler maintenant de Dove, un retour après 11 ans d'absence. C'est en octobre 2010 que le groupe anglais Dove a pris la décision de prendre une pause indéterminée afin de se ressourcer dans d'autres projets, des albums solo, un band qui s'appelle Black Rivers. À peine un an après l'apparition de son dernier album, très fade, Kingdom of Rust, qui était vraiment fade là, pour moi. Là. Le groupe indie rock Dove refait surface avec un nouvel album qui a pour titre The Universal Want. C'est 10 pièces dans un mélange de Britpop habituel, avec un côté sinueux dans l'électro et le rock planant. Et un peu de dub music. Ben oui, t'as compris, de dub music. C'est produit de nouveau par le groupe, puis Dan Austin, qui est reconnu pour son travail avec Massive Attack, Queen of the Stone Age et Biffy Clyro. L'album propose des chansons troublantes qui racontent un peu la vieillesse, l'aube dans la cinquantaine, David Bowie, l'amour à long terme, les expériences de la vie et tout ça. Le deuil aussi. On sent une plume vraiment incroyablement mature et qui a longtemps réfléchi. Dans cet habillage des mélodies mélancoliques qui continuent de jouer avec les limites de l'esprit, un peu comme ce que font l'effet de Radiohead, King, Coldplay, Elbow. D'ailleurs, Dove a été souvent comparé à ces bandes-là et je suis pas d'accord, mais je peux dire que oui, c'est similaire, mais au point de dire que ça se ressemble, je ne crois pas, non. Dove reprend où il avait laissé en tant que groupe rock, plutôt que de bousculer l'auditeur avec des premières sonorités changeantes, de nouveaux thèmes, Dove laisse en zone de confort l'auditeur des premières heures. Après une décennie à peaufiner son univers, le trio revient avec ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire une musique fidèle à ses racines. Pas révolutionnaire, mais très charismatique, efficace. The Universal One, c'est un album d'indie rock envoûtant qui laisse ce sentiment de bien-être. C'est un exquis retour pour moi. Et mes chansons préférées sont Prisoner, Carousel, Cathedral of Mine, Broken Eyes, Sickle of Earth, Universal One, I Will Not Hide. J'ai donné un 9 sur 10 et c'est vraiment un très bel album. C'est ambiant aussi un peu, ça s'enveloppe, ça s'écoute très très bien. Alors donc moi, je vous le conseille fortement. Parce que je trouve que c'est un bel album. Ça vaut vraiment, vraiment beaucoup la peine. On va vous parler maintenant de Alicia Keys qui est de retour. Alicia Keys, que, comme beaucoup d'artistes, Alicia Keys a décidé de retarder l'apparition de son nouvel album qui était prévu le 20 mars. En raison de la pandémie du COVID-19 en cours et ça, tout ça, elle a d'abord choisi une autre date de sortie qui était le 15 mai pour finalement retarder. Encore une fois. Fait que 4 ans plus tard, après Here, qui m'avait un peu refroidi, l'attente est terminée. Alicia Keys arrive avec officiellement son 7e album en carrière, qui s'appelle Alicia, tout simplement. C'est 15 pièces dans une musique en R&B, neo-soul, pop, électro. C'est produit par l'artiste en collaboration avec Ludwig Göransson, Rob Knox, Sebastian Cole, Morgan Matthew, Johnny McDade, qui avait déjà aidé plein de monde et qui fait partie aussi de Snow Patrol. Swiss Beats, Ryan Tedder, qui est aussi dans One Republic, et Noel Zarcanella. Alicia Keys a fait ressentir sa voix émouvante et sa plume tranchante et engagée sur des chansons qui racontent ses observations sociopolitiques. On parle de vérité déguisée pour pas faire de bruit, la brutalité policière, l'amour, l'indépendance et les travailleurs dans les quotidiens et leurs désavantages. Dans un message nuancé entre la noirceur et la clarté, Alicia Keys tente de nous faire réfléchir sur le miroir de notre monde qui, selon elle, ne puise pas assez dans les énergies positives. Je suis un peu d'accord avec elle. Chaque jour de notre vie, on tente de s'éloigner de la noirceur, puis malheureusement, c'est plus facile d'aller dans la noirceur que dans la lumière. Quoi qu'en soit, Alicia ne délaisse pas ses arrangements de power ballad, inquiétez-vous pas, là. Il y a encore du piano et des voix vibrantes, bien au contraire.
Mais disons-le, elle a fait un petit échange pour la guitare acoustique, puis sa musique prend une autre dimension. Elle s'élève dans un autre style. Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si sa pop prenait un autre virage. Ben, la jeune femme de 39 ans ose même s'aventurer dans le reggae et le funk disco et la musique latine. Avec des collaborateurs sublimes comme Miguel, Diamond Platnumz, Jill Scott, Ed Sheeran et plus. Ben, au même moment où j'étais un petit peu écœuré de sa musique prévisible, auto-tunée à un point que c'en était dégueulasse, ben Alicia Keys prend la relève et puis elle revient là où elle avait laissé avant que sa voix ne perde son éloquence. Puis Alicia, ben, c'est un album de musique néo-soul empreint d'audace et de courage. Ça donne de l'oxygène, de la détermination entre les coutures. C'est un genre d'album très divertissant qui s'écoute bien de A à Z, ça groove. Puis moi, je le conseille fortement. J'ai vraiment pas été déçu et j'ai donné 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé des chansons comme Time Machine, Wasted Energy, 3 Hours Drive, Love Look Better, You Save Me, Perfect Way to Die, So Done, Show Me et Gramercy Park. Fait que bref, je vous le conseille fortement et ça vaut vraiment la peine. 9 sur 10 pour Alicia Keys et son album Alicia. Ben nous y voilà, c'était la fin du beau podcast, épisode 1, Libre Penseur. Merci d'avoir été là, hein. Comme je vous ai dit auparavant, et je vais le répéter parce que c'est le premier de peut-être multiples épisodes, mais je veux vous faire comprendre que c'est mon premier épisode, fait qu'il va y avoir des essais-erreurs, des imperfections, c'est un peu normal. Mais le but majeur dans ce podcast-là, c'est de vous parler de mes coups de cœur, musicaux, cinéma, mes pensées sans aucune pudeur, puis de dire ce que je pense et de ce que je pense, je le dis vraiment du plus profond de mon cœur. Puis surtout, mon but ultime, c'est de vous faire décrocher de votre journée. Fait que donc, passez une belle soirée. Merci, ou une belle matinée, comme vous voulez. Bref, merci d'avoir été à Libre Penseur, épisode 1. Merci infiniment. Et je vous rappelle qu'il va peut-être en avoir un épisode 2 éventuellement. Mais pour l'instant, merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt pour un autre podcast. C'était votre autre Jocelyn Legault à Libre Penseur. Le podcast qui dit qu'est-ce qu'il pense et pense qu'est-ce qu'il dit. Épisode 1. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Et on se reparle très, très vite. Bye bye!